Bonjour, nous sommes le 12 juillet. Alors j'avais encore reçu des petites menaces, je ne sais pas quoi. Quelqu'un qui répond, un pseudo. Je vois même troll, les trolls du dimanche, quoi, ils ont que ça à foutre. Bref. J'ai l'impression que c'est de la jalousie, vous savez, quand on parle de trucs qui dérangent, ou que ça sonne, pour eux ça sonne pas clair dans leur tête, tout de suite on dérange, donc on est des dingues. Ils ont commencé à me dire que mon cerveau il était creux, qu'on était des bandes de détraqués, ah 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 ah, ah, ils rigolent. Bon. Après, il dit que des médiums qui sont très puissants m'ont dit que je serais la réincarnation des Atlantes, les Muriens, pauvres demeurés, ce soit pour moi. Après, il m'a dit que mes vidéos c'était juste une grosse daube. Sont une grosse daube, tu prêches pour ta paroisse. Enfin bref, pas besoin d'aller plus loin. Bon, c'est toujours les mêmes guignols, hein. Voilà. C'est facile derrière un écran, hein, mais quand on est en face de la personne, c'est pas pareil. Alors après, il faut faire attention parce que ce genre de personnes-là, ils commencent à la ramener, mais après, ça peut être des menaces réelles. Donc, quand c'est comme ça, il ne faut même pas parler. Vaut mieux effacer, comme on dit, on répond aux imbéciles que par les silences. Après, je me disais dans ma tête, bon, de toute façon, il est trop bête pour qu'on l'écoute, donc bon, c'est pas la peine. Bon, du coup, je me suis dit, vous me laissez tomber. Mais c'est rare que ça m'arrive. Au début, j'en avais beaucoup des trolls, beaucoup, beaucoup. Mais là, c'est rare. Mais je me demande, mais qu'est-ce qu'ils foutent sur des plateformes comme ça à critiquer tout le monde? Et ces gens-là, personne vient les chercher pour les dire, ferme ton clapet, ou alors, je sais pas, on coupe ton interne. Bon, bref, ils sont toujours là, en train de la ramener. On sait même pas d'où ils viennent, j'ai rien dit. Bon, bref. Du coup, je n'ai même pas répondu. Je laissé tomber. C'est une perte de temps. Il m'avait dit, André, il faut pas répondre. Oui, on repense à la bicycle par les silences, point barre. De toute façon, c'est pas la peine de parler de ça. Euh, Moi, c'est une perte de temps, puis ça me casse la tête. Bon, bref. Les apparitions mondiales du Manu, Eric Zorcher. De curieux vacanciers, je pensais l'avoir fait, mais pas du tout. C'est très intéressant. Voilà, on peut commencer tout de suite. C'était en 81 en Pologne. Pour ça, je vous dis, il faut faire très attention parce que souvent il y a des gens, il y a un pote comme ça, et puis après c'est de pire en pire. Après c'est des vraies menaces. Donc bon, alors vaut mieux pas répondre du tout de toute façon. C'est pour ça que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a certaines personnes seraient bien surpris de son agressivité, on va dire. Mais là, ça peut être dangereux. Non, vaut mieux rester calme ou pas répondre, ou signaler YouTube à la limite, mais bon. Enfin, bref, pas sûr, de toute façon, c'est merde de l'eau, rien à foutre, rien à cirer. Alors, de curieux vacanciers, le 8 août 81, Chalupy, péninsule de L, Pologne, 18h15. Une trace, un homme, plus trace adjacente. Oui, parce qu'il y a deux espèces d'astronautes d'humanoïdes, je sais pas quoi, avec un masque à gaz en dessous. Bon, bref, ça commence fort. Le témoin, un artiste sculpteur de Varsovie, Rizaka, 38 ans, était en vacances dans un camp d'été sur la péninsule de L, dans la baie de Gdansk, et se trouvait à Chalupsy. Aujourd'hui, Walidi Lo Wowo, une plage très réputée sur la mer Baltique. Tiens, la mer Baltique, c'est là qu'on avait retrouvé un truc dans le fond de la mer, on sait toujours pas ce que c'est, bon bref. Et au moins une dizaine d'années, ça. Faites des recherches, vous allez voir. Il effectuait souvent des promenades dans les nombreuses forêts bordant. Ça, c'est parce que je suis énervé. Le littoral et prenait des photos. Toute cette région fut fortement fortifiée à partir de 1936 et conserve de très nombreux vestiges militaires. Le jour de la rencontre, il s'ennuyait ferme au camp et était parti se balader en fin d'après-midi avec son appareil photo. Sur le sentier qui descendait vers la mer, il fit quelques clichés croisant un couple qui promenait son chien et arriva enfin aux abords des plages. C'est là qu'il vit soudain à environ 60 mètres deux silhouettes assez remuantes et qui s'agitaient d'une manière qui lui sembla puérile. Il est pris d'abord pour des jeunes scouts à cause de leurs uniformes verdâtres. Le port de ces vêtements l'étonna beaucoup car il faisait vraiment très chaud. Mais en s'approchant, il se rendit compte qu'il ne s'agissait pas d'enfants mais d'entités à la peau verdâtre avec des visages qui ressemblaient à des masques en plastique. Le témoin fit la déclaration suivante. J'ai marché sur plus d'une dizaine de mètres avant de tourner sur un sentier et puis je les ai vus de nouveau. Il était en train de dépasser le sentier et avait les coudes légèrement repliés, ce qui les faisait ressembler à des cow-boys se préparant à tirer. Voilà, ça revient au début. Alors que je n'étais plus qu'à 10 mètres d'eux, j'étais soudain chaud puis froid de façon alternative lorsque je me rendis compte que ce n'étaient pas des êtres humains. Ils me regardaient sans bouger comme des statues. Ils ne faisaient pas plus de 1m50. Bon, moi je suis 1m90, pas loin de 110 kg. Bon, c'est sûr que... voilà. Avec leur combinaison moulante vert foncé. Je dis ça parce que pour ceux qui me répondent toujours derrière, bon bref. Leur figure était d'une couleur olive avec de grands yeux qui ressemblaient à ceux des humains.
La cornée était blanche, à la place de la bouche, seule une fente était visible. Ils ne semblaient pas hostiles, donc je gardai mon calme et décidai de me rapprocher d'eux pour leur parler. J'étais à quelques mètres d'eux quand j'entendis ces paroles dans ma tête. Ne parle pas, passe ton chemin. Au même moment, je remarquai une sorte de vaisseau très étrange, comme étiolé, derrière eux, à la limite de la forêt. On le voit dans le fond, mais c'est marrant parce que c'est beau, ça fait comme une coupole. Je sais pas comment dire ça, un truc... Cet engin se trouvait vers sa droite, au-dessus d'une colline de sable, et stationné à 50 cm d'une surface herbeuse. C'était un disque assez plat, métallique, bon c'est souvent la représentation, qui présentait une forme. En plus j'ai un deuxième, c'est bien parce que j'ai les traces et tout, avec les trous, ça c'est génial. Une forme oblongue de couleur argent, il pouvait mesurer 6 x 2, 6 mètres sur 2 x 2, d'accord. Aucune marque, porte ou antenne n'était visible. Alors, à ce moment, il se passa une chose extraordinaire. Les humanoïdes changèrent de position sans avoir réellement bougé et le témoin put ressentir une grande sensation de froid sur le côté gauche de la tête, le tout assorti d'une impression indéfinissable. C'était comme si j'avais pénétré dans une sphère silencieuse. Mais il fut capable d'observer avec attention les entités et remarqua qu'elles avaient des ceintures à la taille, soutenant des boîtes noires. Des centaines de ces boîtes sortaient des câbles jaunes et violets. De même, une bande jaune verticale d'apparence froissée était visible sur leur combinaison au niveau de l'abdomen. Le témoin reprend. Je m'approchai d'eux et ils me parlèrent par une sorte de communication mentale. Une sorte de télépathie, de toute façon c'est souvent le cas. Ou alors dans un langage incompréhensible. En même temps, une sorte de brouillard recouvrait en partie leur corps, du haut des cuisses jusqu'à la moitié du torse. Ce brouillard me semblait provenir de l'étrange objet situé à la limite du bois. Comme je passais devant eux, ils s'écartèrent du chemin pour me céder le passage. Au bout de quelques mètres, je ne pus contrôler ma curiosité et je me retournai. Ils me fixaient intensément et je m'aperçus que leur vaisseau me semblait bien réduit, aussi bien en hauteur qu'en longueur. À 20 mètres, je me retourne encore, mais il n'était plus là. L'ufologue P. Cieleba, qui a suivi cette enquête de près, explique qu'à partir de ce moment, la rencontre approchée induisait un événement de nature paranormale, comme c'est souvent le cas dans d'autres témoignages. Encore une fois, une sorte de paranormal. Bon, c'est vrai que ça se relie un peu, mais bon, l'ufologie c'est complètement autre chose. C'est encore bien plus au-dessus. Bon. Reprenant un peu ses esprits en marchant, le témoin tentait de comprendre ce qui s'était passé. Il s'arrêta, entendit de couple de touristes âgés qu'il avait vus auparavant et qui n'avaient certainement pas tardé à arriver. RK, ça c'est, je sais plus. Bon, bref, ouais. J'ai vu ce couple en pleine conversation s'approcher de moi. Leur chien n'arrêtait pas de humer l'air tout autour. Arrivé à mon niveau, le binôme et leur chien sont passés à travers moi comme si je n'existais pas, comme si je n'étais plus un être fait de chair et de sang. J'étais totalement paralysé de peur, peut-être sais-je tout simplement mort. Pensais-je. Suite à cela, j'ai ressenti une douleur existentielle insoutenable. J'ai donc couru après eux, les rattrapant sur le chemin. Dépité, j'ai agrippé le bras du vieil homme et hurlé. Ne m'avez-vous pas vu sur le chemin? Il s'est libéré de ma poigne et m'a mis un doigt sur le côté de sa tempe. Mieuxement quelque chose au sujet de cinglé. Ça, c'est celui qui m'a répondu votre vidéo. Parce que c'est lui le cinglé. Ensuite, j'ai vu une étoile lumineuse, flamboyante, crachant des flammes tel un énorme réchaud. J'ai reçu mentalement des informations concernant ces êtres. Mon esprit les interprète comme un lieu dans la galaxie. Je sais depuis des choses qui sont en moi et auxquelles on n'entend rien. Vous voyez, mon esprit est interprété comme un lieu dans la galaxie. Direct. Le témoin qui était plutôt du genre obtus et rationalisant, ça c'est bien parce que c'était quelqu'un qui est plutôt sceptique, hein, même complètement à la limite, évolua rapidement par la suite. Donc il suffit de ça pour qu'il évolue rapidement par la suite pour faire comprendre qu'il y a des êtres qui sont d'un autre monde. Direct. Déjà, ça commence fort. Faut pas grand chose. Modifiant ses conceptions de la réalité ainsi que ses centres d'intérêt. Et ça, je peux le dire, c'est clair et net. Moi, depuis que je suis passionné d'ufologie, il y a beaucoup de choses que j'ai remarquées, il y a beaucoup de choses que j'ai changées ici dans ma tête. Je suis beaucoup plus, on va dire, serein, beaucoup plus calme, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus de méditation, beaucoup plus de chakras, beaucoup plus de... Enfin, il y a plein de trucs, quoi. C'est monumental, hein. C'est un peu à la fois, c'est vrai, c'est de plus en plus... il y a quelque chose. Bon, après... L'ufologue Casimir Reyes-Broski, qui enquête à cette affaire, le fit très scrupuleusement. Prévenu à temps, il procéda à des reconstitutions sur les lieux en compagnie du témoin et parvint à retrouver l'emplacement exact de la rencontre. Je vous ferai voir après les croquis, parce qu'il y a 2 images très intéressantes. Ainsi que des traces de l'engin. En plus, il y avait 7 marques, 7 visibles, dans un sol qui était devenu dur comme de la roche. Ces marques se répartissaient autour d'un ovale de 2,70 m et étaient constituées de trous de 30 cm de diamètre sur 15 cm.
de profondeur. Il n'y avait pas de traces de brûlure, mais les plantes étaient devenues aussi compactes que le sol. K. Brodsky et son groupe firent de nombreuses photographies et parvinrent même à retrouver 2 témoins adjacents qui avaient vu à cette heure précise un étrange nuage coloré, polymorphisme et mimétisme des ovnis. Un jour, il faudrait que je revienne sur ces 2 vidéos de Jean Sider, c'est très intéressant. À chaque coup, je l'oublie de lire, mais il y a tellement de livres. Donc, un étrange nuage coloré descend sur la forêt, c'est ainsi que le témoignage de Rizar, c'est dur à dire parce que SZ, bon. L'artiste se trouve à consolider de manière inattendue. Un artiste, il est un peu comme moi, parce que moi aussi je suis un peu artiste aussi, croquis, tout ça, bon bref, entre autres. Voilà. Ah ça, je remettrai les liens, les photos, voilà. Avec leur vaisseau au fond, hein, posé sur le... Enfin, juste au-dessus d'un tas de sable, on va dire. Bon. Si vous regardez bien, ils ont des sortes de... On dirait qu'ils ont, vous savez, des anciens écouteurs des années 80, là, pour écouter de la musique, là. Des Walkman, là, des baladeurs. Je sais plus comment on appelle ça. Ah, moi j'ai très bien connu ça dans les années 80. Et en attendant, ça revenait aux années 80 à ce moment. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais tout ce qui est de maintenant, c'est devenu merdique. Hein. Bon, enfin, presque tout. Que ce soit musical ou bref. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent replonger en arrière. Mais c'est vrai, hein. Mais ça, c'est notre réalité, mais c'est encore autre chose. Alors, parce que c'était mieux, c'est tout. Hein. Pour plein de choses. Voilà. Et après, je vous lirai les commentaires. Alors, Chalupi, Pologne, le 8881. Alors, les 7 trous mesuraient 30 cm de diamètre sur 15 cm de profondeur. Le dessin était suivi d'un ovale irrégulier de 2,2 m 50 sur 2 m 70. Hein, traces de Chalupi, péninsule de L, Pologne. Alors, en plus, il y a les traces. Je ferai les 2 photos. Je crois que j'en ferai même 3 parce que vu la taille des... Parce que comme c'est quand même un livre qui est assez grand. Voilà. Ok. Voilà, je suis en moins 4 photos, je crois 4-5. Alors, commentaire. Un cas qui montre comment un récit a priori incroyable peut être vérifié par une enquête bien menée. À partir de la décennie 70-80, hein, on assiste à une complexité croissante des informations remontant du terrain. Cette évolution va encore monter en puissance lors de la décennie suivante. Hein, notamment par l'irruption massive des cas d'abduction. Malheureusement. Nous trouvons dans ce témoignage, mais on va dire qu'on est des cinglés, des demeurés, comme celui qui répond, là, ton cerveau est creux, donc les abductions c'est pareil, c'est pour les demeurés, d'accord. Bon. Si un jour ce mec là, il y a un truc comme ça qui lui arrive, là je rigole, hein. Direct, je rigole, d'ailleurs je veux une bouteille de champagne. Et qu'il le garde, qu'il revienne plus ici. En moi ça fera un... Hop. Bah non, mais je suis désolé, il y a un moment, c'est tout. Bon, nous trouvons dans ce témoignage beaucoup d'éléments bien connus en ufologie. Le côté apparemment impromptu de la rencontre qui en fait ne doit rien au hasard. Sa coloration absurde, la multiplication d'étrangetés absurdes, je suis d'accord, ou d'anomalies. L'impact physique, c'est souvent folklorique, fort sur le témoin, une dimension que l'on baptisera de psy, ainsi que l'évolution de cet homme. Après une observation importante, un témoin sceptique ou indifférent devient fréquemment plus ouvert mentalement et connaît ainsi une évolution psychologique. Celui-ci a expliqué qu'il n'avait pu se servir de son appareil photo car on n'avait pas le droit, ce qui est également une particularité fréquemment relevée. Ce cas est entièrement traversé par des aspects conscientiels. En ce qui concerne la dimension paranormale, entre guillemets, il est temps d'émettre une suggestion découlant de faits maintes fois rapportés dans les récits et que connaissent certains enquêteurs maîtrisant bien les dossiers. Cette intelligence semble capable de délocaliser la conscience d'un témoin. Ça me fait penser au livre de Fabrice Bonvin, Conscience, OVNI et Conscience, tome 2, un truc comme ça, et qui est très intéressant. Je vais dire, faire des vidéos sur YouTube. C'est magnifique. Bon, cette intelligence semble capable de délocaliser la conscience d'un témoin et probablement de la manipuler. Oui, bah oui. En plus, oui, ouais. C'est ça qui est quand même incroyable. Cette possibilité dont on ne parle plus en plus suite à des travaux récents explique certains témoignages incompréhensibles autrement. Indépendamment, pour vous oublier qu'au départ, il était complètement sceptique. Enfin, en gros, hein, plus ou moins. Indépendamment du... Et il ne s'intéressait pas à l'ufologie. Hein. Indépendamment du sujet qui nous occupe ici, il est prévisible que ces découvertes seront au cœur d'une prochaine révolution de la physique. Le phénomène OVNI paraît porteur de cette perspective, ce qui donne rétrospectivement raison à Aimé Michel, le grand Aimé Michel, et Michel Picard, ouais,
Donc, je l'avais oublié aussi, les ovnis représentent bien le laboratoire de notre futur. Donc j'en mettrai peut-être les liens aussi à la fin de Aimé Michel et Michel Picard. Michel Picard, je m'en souviens moins par contre. Mais bon, là je m'en excuse, mais bon, mais Michel, c'est sûr. Bon. Les ovnis représentent bien le laboratoire de notre futur. Voilà. De curieux vacanciers, et je coupe là. De toute façon, à la fin, je vous remettrai les liens. Magnifique. Je coupe. Merci et à bientôt d'ici 2-3 jours. De toute façon, je balancerai sûrement encore des autres trucs. J'ai fait des liens, tout ça. Vous allez voir, je balancerai peut-être une vidéo d'ici demain. Je pense demain soir. Donc là, nous sommes mardi. Enfin, mardi. Là, je fais ma vidéo. On est lundi matin. Hein. Je dis ça parce que c'est toujours en avance. Hein. Moi, c'est toujours en hauteur vers le futur. Donc là, c'est pour mardi soir. Et l'autre, je la balancerai certainement mercredi. Hein, ce sera une autre. Voilà, vous allez voir, j'ai fait un assemblage de 2 vidéos très intéressantes. Des anciennes, c'est pour les nouveaux abonnés. Voilà, je pense que je vais faire ça. Je coupe, merci, à plus, d'ici 2-3 jours. Et peu importe ce qu'on dit sur vous, ne répondez pas. Il ne faut plus répondre, ça sert à rien. Même si les messages beaucoup plus menaçants, il ne faut pas répondre. Parce qu'après, comme ils sont déjà un peu détraqués dans leur tête, vaut mieux pas, hein, parce qu'il peut être brutal. Donc il faut laisser comme ça, il ne faut pas répondre ou t'effacer, c'est tout. Je pense que c'est la meilleure manière. Voilà. Parce que après, pas que ça fout. J'ai que ça à faire. Voilà. Merci, à plus, à bientôt.